Bienvenue sur la chaîne Les Jours d'avant, là où l'on ravive ce qui a disparu, mais qui continue de vivre dans nos souvenirs. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines inventions, autrefois acclamées comme des miracles du progrès, se sont révélées être des menaces mortelles? Ce qui trônait sur les étagères des pharmacies, brillait sur les murs ou traînait dans nos chambres d'enfants, s'est parfois transformé en poison. Aujourd'hui, ouvrons ensemble la boîte du passé, celle où les objets les plus banals cachaient les dangers les plus invisibles. Prêts à faire face aux périls de notre enfance? Je viens de cette époque où, dans les écoles, flottait l'odeur de la craie, où les couloirs étaient tapissés de panneaux blancs aux angles rigides et où les caves gardaient toujours cette fraîcheur humide, familière. Le mot « amiante » n'existait pas dans notre vocabulaire quotidien et pourtant, il était partout dans les isolations, les plafonds, les conduits d'aération, particulièrement dans ces immeubles des années 60-70, où chaque tuyau, chaque grenier, chaque cage d'escalier semblait respirer ce matériau que l'on appelait fièrement le matériau du futur. Non inflammable, isolant thermique efficace, bon marché et durable, l'amiante avait tout pour plaire aux architectes et constructeurs français de l'époque, qui l'intégraient dans les plaques de ciment, les toitures, les revêtements de façade et jusqu'aux cloisons des écoles. Qui se souvient de ces tuyaux gris dans les sous-sols ou de ces plaques rigides dans les halls d'entrée? C'était lui, toujours lui. Ce que personne ne savait alors, c'est que la moindre fissure, la plus petite perceuse ou un simple coup sur une plaque pouvait libérer dans l'air des fibres microscopiques, invisibles, qui, une fois inhalées, s'incrustaient profondément dans les poumons sans jamais en ressortir. On ne toussait pas, on ne ressentait rien, les années passaient. Et puis un jour, le diagnostic tombait, asbestose. Ou pire mésothélium, un cancer redoutable dont le taux de survie est proche de 0. Ces maladies, silencieuses et traîtresses, n'offraient aucun avertissement. Ce n'est qu'au début des années 90 que la France commence à prendre la mesure du désastre sanitaire. Pourtant, l'interdiction totale de l'amiante n'est entrée en vigueur qu'en 1997, soit près de 20 ans après les premières alertes scientifiques. En attendant, des générations entières, les enfants des années 70, nos parents, nous-mêmes, ont respiré ces fibres en jouant dans les caves ou en suivant les cours dans des classes modernes. Et le plus troublant, c'est que l'amiante est encore là. Des millions de bâtiments construits avant les années 90 en contiennent potentiellement encore, souvent sans qu'on le sache. Un voisin perce un mur et il pourrait, sans le vouloir, libérer des fibres qui flottent dans l'air, invisibles mais mortelles. Aujourd'hui, on utilise la laine de roche, la fibre de céramique, la fibre de verre. On dit que c'est plus sûr. Mais qui peut garantir à 100% que le danger est écarté? C'est peu être là la vraie leçon de cette histoire. Ce que l'on croyait être une solution s'est parfois transformé en nouveau problème. Et vous? Souvenez-vous de la cage d'escalier de votre enfance? L'odeur d'humidité, de peinture fraîche? Ou peut être, sans le savoir, quelque chose de bien plus dangereux? Qui se souvient de l'odeur de cire chaude sur les sols des écoles françaises? Ces longs couloirs recouverts de linoléum gris, les cadres de fenêtres en bois enduits de mastic, les coins de murs brillants de peinture, et dans l'air, ce parfum chimique discret que l'on croyait inoffensif, presque rassurant. Mais ce n'était pas qu'une odeur, c'était le PCB polychlorobiphényle, un poison silencieux, logé dans les mastiques, les peintures, les colles et même dans l'isolation électrique. Dans les années 60, cette substance était saluée comme une avancée technologique. Elle ne brûlait pas, résistait à l'usure, isolait parfaitement. Les architectes l'utilisaient dans tout ce qui devait durer, joints de fenêtres, revêtements de sol, peinture murale, même dans certaines ardoises scolaires. En France, on en trouvait partout et cela semblait être
la solution idéale. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'est que le PCB ne disparaissait jamais. Il ne s'évaporait pas, il restait là, figé dans les murs, dans la poussière, dans l'air. Et lentement, il pénétrait dans nos corps, particulièrement ceux des enfants. Les enfants jouaient à même le sol, posaient leurs mains sur les rebords de fenêtres, frottaient les murs sans savoir. Ils respiraient, touchaient, absorbaient jour après jour. Et les conséquences? Allergies étranges, foie affaibli, troubles hormonaux. Puis, plus grave encore, problèmes de fertilité, suspicion de cancer, troubles du comportement. Dans les années 80, la France commence à s'inquiéter sérieusement. Les études se multiplient, la presse parle d'écoles toxiques. Mais plutôt que de rénover, on repeint, on scelle les murs. Les coûts sont trop élevés. Alors, le poison reste, enfoui, mais bien là. Et même aujourd'hui, dans certaines écoles, hôpitaux ou immeubles construits avant 1987, vous pourriez encore respirer un air contenant des traces de PCB. Vous ne sentirez rien. Mais les particules sont toujours présentes. Tapis dans les interstices, les joints, la poussière. Bien sûr, les matériaux ont changé. Les réglementations sont plus strictes. Mais le fond du problème demeure. La seule vraie protection, c'est la connaissance. Savoir, se méfier, s'interroger. Et vous? Avez-vous connu ces couloirs aux murs cirés, à la lumière blafarde, aux fenêtres lourdes et vieillies? Peu. Être que dans ces lieux familiers se cacher, à votre insu. L'un des poisons les plus persistants du XXe siècle. Fermez les yeux un instant et peut être comme moi. Vous sentirez cette odeur tiède et collante de goudron frais, caractéristique des sols nouvellement posés, des parquets brillants ou des linoléums qui s'étendaient comme des tapis modernes dans les cuisines et les salons des années 70. À cette époque, en France comme ailleurs, on trouvait ça normal. On appelait cela le neuf, l'odeur du chantier, sans se douter que derrière ce parfum si familier se cachaient les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les tristement célèbres PAC, substances devenues aujourd'hui un véritable signal d'alarme. Ces composés chimiques, souvent incorporés dans les cols à parquet, les mastiques sous PVC, les bitumes de toiture ou encore les masses d'étanchéité, étaient omniprésents dans les constructions françaises des années 60 à 80. Leur objectif? Fixeur, protéger, isoler. Leur danger? Se libérer lentement, presque imperceptiblement, pendant des années, sous forme de vapeur ou de micropoussières, invisibles mais redoutables. Le problème, c'est que ces PAC, et en particulier le benzoapyrène, l'un des plus cancérigènes d'entre eux, s'accumulait dans l'organisme. On ne les sentait pas, on ne les voyait pas. Mais ils s'infiltraient dans le corps par la peau, par les voies respiratoires, par simple présence dans l'air intérieur. Et pendant ce temps-là, les enfants jouaient par terre, les bébés rampaient, les parents dînaient au-dessus de ces surfaces imprégnées de produits qu'on croyait inoffensifs. Ce qui rend cette histoire encore plus sournoise, c'est la lenteur du poison. Pas de brûlure, pas de maux de tête, seulement des réactions subtiles, chroniques, des rougeurs inexpliquées, des troubles hormonaux, des migraines persistantes, des pathologies que personne ne reliait au sol de la maison. Contrairement à d'autres substances interdites du jour au lendemain, les PAC n'ont jamais été formellement bannis en bloc. Ils ont été progressivement réglementés, restreints, remplacés au fur et à mesure que les preuves scientifiques devenaient plus nombreuses, mais le mal était déjà fait. Des millions de logements en France, construits avant les années 90, renfermaient ces matériaux, souvent sous plusieurs couches de sol. Parfois, ils y sont encore. Et si, aujourd'hui, vous retirez un vieux revêtement de sol ou refaites une isolation dans un immeuble ancien, il y a une chance non négligeable que vous tombiez sur une matière noire, visqueuse, collante, qui ne devrait plus être là et qu'il ne faut surtout pas manipuler à main nue. L'histoire des PAC nous rappelle que ce qui est dissimulé sous nos pieds peut être bien plus toxique
que ce que l'on voit devant nos yeux. Et que les poisons les plus dangereux sont souvent ceux qui prennent leur temps pour se manifester. Dans les souvenirs de jardins d'enfance, il y a l'odeur des feuilles mouillées des cerisiers en fleurs, mais aussi celle, plus piquante, plus persistante, des pulvérisations régulières, presque rituelles, sur les arbres fruitiers, les potagers, les bordures, car dans les années 60 et 70, il y avait un nom que tout le monde connaissait sans vraiment le comprendre, DDT. Une poudre blanche, fine, promue comme un rempart contre tout ce qui rampait, volait, suçait, piquait. Un symbole de modernité, d'efficacité, de victoire de l'homme sur la nature sauvage. En France, le DDT fut utilisé à large échelle, dans les jardins familiaux, sur les vignes, dans les vergers, dans les campagnes, mais aussi en intérieur, dans les étables, les entrepôts, parfois même dans les écoles rurales. On disait qu'il sauve les récoltes. Et, à l'origine, il fut aussi célébré pour avoir contribué à limiter le paludisme. Ce que l'on ignorait totalement, c'est que le DDT ne restait pas là où on le pulvérisait. Il s'infiltrait dans le sol, contaminait les animaux, les plantes, les eaux et s'accumulait silencieusement dans les tissus adipeux humains. Les premiers à en souffrir furent les oiseaux. Les rapaces voyaient leurs œufs s'amincir, se briser avant l'éclosion. Les populations s'effondraient. Puis ce fut au tour des animaux domestiques, des poissons, des vaches et enfin des humains. Troubles hormonaux, problèmes de fertilité, atteinte du foie et du système immunitaire, suspicion de cancer. Le DDT, ce protecteur de vie, devenait une menace invisible. Mais c'est en 1962 que tout bascule vraiment avec la publication de Printemps silencieux, Silent Spring, l'ouvrage de Rachel Carson, qui décrit, preuves scientifiques à l'appui, les effets dévastateurs de ce pesticide. Son livre déclenche une onde de choc mondial et lance le début du mouvement écologiste moderne. En France, les premières interdictions arrivent au début des années 70, avec une interdiction complète à partir de 1977. Mais comme souvent, les dégâts étaient déjà là. Les terres agricoles gardaient en mémoire les traces de cette poudre blanche, les sédiments des rivières en contenaient encore 20 ans plus tard, et les chaînes alimentaires animales, comme humaines, en portaient les conséquences. Aujourd'hui, on utilise d'autres produits moins persistants, certes, mais souvent tout aussi controversés. Dans certains pays en développement, le DDT est encore autorisé sous conditions pour lutter contre les moustiques vecteurs de maladies. C'est dire combien le dilemme entre efficacité immédiate et impact à long terme reste profondément actuel. L'histoire du DDT est une leçon universelle. Ce qui est vanté comme une solution peut devenir un problème. Ce qui sauve aujourd'hui peut empoisonner demain. Et que le vrai danger ne vient pas toujours de ce qui est visible, mais de ce qui agit en silence, lentement, profondément. Si vous avez grandi dans une maison à la campagne ou si vous avez passé des vacances chez vos grands-parents, vous vous souvenez sûrement de cette odeur si particulière, presque piquante, qui montait du grenier chauffé par le soleil ou du vieux cabanon en bois au fond du jardin. Cette odeur, âcre et persistante qu'on croyait simplement liée au bois fraîchement traité, était souvent celle du pentachlorophénol, ou PCP, un produit chimique qui, pendant des décennies, a été utilisé comme le remède miracle contre l'humidité, les champignons, les insectes et le temps. En France, à partir des années 60, le PCP est appliqué sur tout ce qui est en bois et censé durer. Les poutres des combles, les clôtures, les meubles de jardin, les volets, et même parfois, et c'est là que l'histoire devient tragique, les jouets et meubles pour enfants. L'idée était simple, ce qui est protégé tiendra plus longtemps. Et effectivement, le bois devenait plus solide, plus résistant, plus propre à l'œil. Mais cette solidité avait un prix. Ce que les utilisateurs ignoraient, c'est que le PCP ne venait pas seul. Pendant sa fabrication,
il était presque toujours contaminé par des dioxines, des composés extrêmement toxiques, capables de perturber les hormones, d'attaquer le système nerveux et de provoquer, même à très faible dose, des effets à long terme sur la santé. Le PCP lui-même était déjà dangereux, mais les dioxines l'étaient 1000 fois plus. Et le plus insidieux, c'est que le danger ne se manifestait pas par une explosion ou un goût amer. Non, il s'infiltrait par la peau, par la respiration, par l'air ambiant, surtout lorsque le bois chauffait ou lorsqu'il était neuf. Imaginez un enfant dormant paisiblement dans un lit verni ou jouant dans une cabane bien protégée, sans savoir qu'il respire chaque nuit des composés invisibles qui, lentement, s'accumulent dans son organisme. Les premières alertes médicales sérieuses ne sont apparues qu'au milieu des années 80, lorsqu'on a constaté une augmentation inquiétante de maladies nerveuses et hormonales dans certaines régions rurales où le PCP était largement utilisé. Et même là, il a fallu du temps. La première interdiction partielle ne date que de 1986 et l'interdiction totale en France est arrivée en 1989, bien trop tard pour toutes les familles qui avaient déjà respiré ces toxines depuis des années. Mais le pire, c'est que le PCP reste dans le bois pendant des décennies. Il ne s'évapore pas, ne disparaît pas. Aujourd'hui encore, en démontant une vieille charpente, en rénovant un abri ou en brûlant du bois ancien, on peut libérer ces substances qui ont traversé les âges, toujours prêtes à agir. L'histoire du PCP, c'est celle d'un produit qu'on croyait protecteur et qui s'est révélé être un agresseur. Et c'est une leçon puissante. Ce n'est pas parce qu'un produit semble faire du bien au bois qu'il ne fait pas de mal à l'humain. Souvenez-vous du geste simple et anodin qui accompagnait les matins des années 70 et 80. Un coup de laque dans les cheveux, un jet de mousse à raser, un pchit dans les toilettes et ce sifflement discret suivi d'une brume parfumée. Ce bruit, si familier à l'époque, marquait la libération d'un gaz presque invisible et pourtant dévastateur, les chlorofluorocarbures, ou CFC, ces gaz utilisés dans les aérosols, les réfrigérateurs, les climatiseurs et les mousses isolantes qui allaient, en silence, provoquer l'une des plus grandes crises écologiques du XXe siècle. Ce qui rendait les CFC si séduisants pour l'industrie, c'était justement ce que la nature ne pouvait pas tolérer. Ils étaient stables, inertes, inodores, non inflammables, presque éternels. On les pensait sûrs parce qu'ils ne faisaient rien ici-bas. Mais leur inertie terrestre devenait un cauchemar dans les hauteurs. En s'élevant dans l'atmosphère, ces gaz restaient intacts pendant des années, parfois des décennies, jusqu'à atteindre la stratosphère, cette couche protectrice où se trouve l'ozone, ce fragile bouclier qui nous protège des rayonnements ultraviolets. Et là, au contact des UV, les molécules de CFC se décomposaient, libérant du chlore, un atome capable de détruire, à lui seul, des milliers de molécules d'ozone. Le résultat, dans les années 80, les satellites révèlent un fait glaçant, un trou géant dans la couche d'ozone, au-dessus de l'Antarctique, puis d'autres anomalies ailleurs. La lumière UV, normalement filtrée, commence à atteindre la surface terrestre avec une intensité inédite. Risque accru de cancer de la peau, affaiblissement des défenses immunitaires, impact sur la flore et la faune, le monde découvre que son propre progrès menace l'équilibre de la planète. La réaction fut historique. En 1987, la communauté internationale signe le protocole de Montréal, un accord unique en son genre qui impose un abandon progressif des CFC. La France y adhère pleinement. Et dès les années 90, les aérosols et appareils contenant des CFC commencent à disparaître du marché. Mais comme toujours, la menace reste. Les CFC ne disparaissent pas du jour au lendemain. Ils continuent de flotter, de s'échapper de vieux appareils, de vieilles mousses isolantes, de réfrigérateurs abandonnés. Et bien que remplacés par des gaz moins nocifs pour l'ozone,
mais souvent plus néfastes pour le climat, leur empreinte se fait encore sentir aujourd'hui. L'histoire des CFC est un avertissement puissant. Ce qui semble stable et neutre peut, à une autre échelle, devenir dévastateur. Et parfois, c'est en regardant le ciel que l'on comprend l'ampleur des erreurs commises les pieds sur terre. C'était une époque où l'on repeignait les chambres d'enfants avec insouciance, où les couleurs vives étaient synonymes de bonheur et où le bruit des voitures dans les rues n'évoquait rien d'autre qu'un monde en mouvement. Mais derrière cette façade colorée et animée se cachait un ennemi sournois, omniprésent et silencieux, le plomb, ce métal lourd qui, pendant des décennies, a été intégré dans les peintures, les jouets et surtout dans l'essence qui alimentait les voitures de toute l'Europe, y compris dans les rues tranquilles des villes françaises. Dans les années 70, on ne se posait pas de questions. Les peintures au plomb recouvraient les murs des écoles, des crèches, des appartements. Elles brillaient, résistaient à l'humidité, ne s'écaillaient pas facilement une solution parfaite, disait-on. Mais ce que personne ne mesurait encore, c'est que ces pigments contenaient des particules capables d'endommager profondément le système nerveux, en particulier chez les enfants. En parallèle, dans les rues, des millions de voitures roulaient avec du carburant plombé, rejetant en continu une poussière fine, presque invisible, qui se déposait sur les trottoirs, les balcons, les poussettes, les mains. Cette poussière, nous l'avons tous respirée, parfois sans le moindre soupçon de danger. Le plomb est un neurotoxique sévère qui affecte le développement du cerveau, réduit les capacités cognitives, perturbe le comportement et dont les effets, même à très faible dose, sont irréversibles. Chez l'adulte, il abîme les reins, altère la fertilité, provoque de l'hypertension. Et chez l'enfant, il peut modifier toute une vie sans jamais laisser de traces visibles. La science a mis du temps à alerter. Et quand enfin les preuves sont devenues accablantes, il a fallu encore des années de lobbying et de négociations avant que l'Europe, puis la France, commencent à interdire progressivement l'essence au plomb dans les années 80 pour l'éliminer totalement en 2000. Quant aux peintures, elles ont suivi le même chemin, restreintes puis interdites, mais elles restent encore dans nos murs, dans nos jouets anciens, dans les meubles d'époque. Et aujourd'hui, dans un appartement ancien, mal rénové, un enfant qui gratte un mur ou porte à la bouche, un vieux jouet peut encore être exposé. Le passé n'est jamais très loin. L'histoire du plomb nous apprend une chose essentielle. Le danger ne se mesure pas toujours à sa visibilité, mais à son silence. Et parfois, ce qui brille le plus cache les menaces les plus profondes. Il y avait, dans presque chaque armoire à pharmacie française des années 70 et 80, un objet de verre fin et allongé que l'on glissait sous la langue ou dans les selles que l'on manipulait avec précaution. Le thermomètre au mercure, un outil emblématique, synonyme de fièvre, de soins maternels, de gestes doux, mais aussi d'un risque invisible, que bien peu de familles soupçonnaient à l'époque, car au cœur de ce petit tube de verre reposait une fine colonne argentée, fascinante à observer du mercure pur, liquide, brillant, presque hypnotique. Ce métal, aussi séduisant qu'il paraissait, était aussi l'un des plus dangereux que l'on puisse rencontrer dans un environnement domestique. Ce que peu savaient, c'est que le mercure s'évapore à température ambiante et qu'un simple accident, un thermomètre qui tombe au sol, qui se brise pouvait suffire à libérer des vapeurs invisibles, hautement toxiques, surtout dans un espace clos. Le mercure attaque le système nerveux, altère les fonctions rénales, affecte le développement des enfants et peut provoquer, selon l'exposition, des troubles cognitifs sévères. Et pourtant, pendant des décennies, on récupérait les petites billes argentées avec un balai, ou pire avec un aspirateur, dispersant encore plus largement les particules dans l'air ambiant. Ce n'est qu'au début des années 2000 que l'on commence à légiférer sérieusement sur le sujet. Mais il faudra attendre 2017 pour voir une interdiction totale des thermomètres au mercure dans l'Union européenne.
Trop tard pour des générations entières qui ont grandi avec cette fiole dans la bouche, et souvent sans en comprendre le danger. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Les thermomètres sont numériques ou utilisent de l'alcool coloré. Ils sont plus sûrs, plus propres, plus simples, et pourtant, des millions de thermomètres au mercure traînent encore dans des tiroirs, dans des valises, dans des boîtes à souvenirs. Oubliés, mais toujours aussi toxiques. Et c'est cela, la véritable leçon du mercure. Même les objets les plus médicaux, les plus scientifiques, peuvent devenir des pièges invisibles quand on ignore leur vraie nature. Et qu'un simple souvenir, s'il tombe par terre, peut suffire à contaminer une pièce entière. Il fut un temps où les montres brillaient dans le noir, où les cadrans luminescents étaient un signe de modernité, d'élégance technique, presque de magie. Dans les années 60 et 70 en France, les horloges, les réveils de chevet, les montres militaires et même certains jouets pour enfants utilisaient une substance fascinante aux allures inoffensives, le radium, cet élément radioactif qui faisait scintiller les aiguilles jour et nuit. Ces objets semblaient sortir d'un rêve futuriste. Pas besoin d'électricité, pas besoin de piles, ils brillaient tout seuls, et cela suffisait à susciter l'admiration. Pourtant, derrière cette lumière douce se cachait l'une des matières les plus dangereuses jamais manipulées par l'homme, le radium-226, isotope utilisé pour ses peintures phosphorescentes, émettait des particules alpha et du gaz radon, un gaz radioactif silencieux, invisible, inodore, mais profondément destructeur pour les tissus vivants. Tant que le cadran restait intact, le danger semblait contrôlé. Mais que la montre tombe, que le verre se fissure, que la peinture s'écaille et la poussière radioactive se libérait. L'histoire, la plus tragique, celle que peu de Français connaissaient, est celle des Radium Girls, ces ouvrières, aux États-Unis et en Europe, qui, dans les années 20 et 30, peignaient les chiffres au pinceau fin qu'elles affûtaient entre leurs lèvres, absorbant ainsi chaque jour des microdoses de poison. Des années plus tard, elles moururent dans l'indifférence de cancers osseux et de nécrose mandibulaire. En France aussi, les produits contenant du radium ont circulé jusqu'aux années 60. Certains les collectionnent encore. On les trouve dans des tiroirs, sur les marchés aux puces, dans les greniers des montres d'apparence anodine, mais qui continuent à émettre leur radiation des décennies après leur fabrication. Aujourd'hui, les technologies de luminescence sont basées sur le tritium moins agressif, le zinc sulfure ou des composants phosphorescents modernes sans radioactivité. Mais la leçon du radium reste gravée. Ce n'est pas parce que quelque chose brille dans le noir qu'il éclaire le futur. Parfois, c'est la mort qui luit. Dans les années 70 et 80, dans les pharmacies françaises, les parapharmacies ou les rayons santé des catalogues de vente à distance, apparaissait un nouveau genre de produit qui promettait une silhouette de rêve. Les pilules minceurs, à base d'éphédrine, vendues sous des noms rassurants comme Thermoslim, Figurline ou Minceur Active. On les présentait comme naturelles, à base de plantes, presque douces, mais à l'intérieur se cachait un stimulant redoutable qui allait bouleverser le cœur de nombreuses familles. L'éphédrine, dérivée de plantes comme l'éphédra ou mawang, est une substance aux effets puissants sur le métabolisme. Elle accélère le rythme cardiaque, coupe l'appétit, donne une impression d'énergie constante. Pour beaucoup, c'était la solution miracle. Perdre du poids sans faire d'efforts. Et pour les fabricants, c'était l'occasion rêvée d'un marketing agressif et flou sur les effets secondaires. Mais derrière cette apparente modernité se profilait une tempête physiologique, car l'éphédrine stimule aussi le système nerveux central. En combinaison avec du sport, du café ou de la chaleur, elle provoque des montées de tension, des troubles du rythme cardiaque, des crises d'angoisse, voire des infarctus
chez des personnes jeunes et en bonne santé. Et, le plus effrayant, cela arrivait soudainement, sans signe avant-coureur, une joggeuse qui s'effondre, un étudiant qui fait un malaise après un entraînement. Des histoires banales devenues tragiques. Aux États-Unis, les cas mortels se multiplient. En 2004, l'éphédrine est interdite sur tout le territoire américain. En France, on tarde, mais peu à peu, le produit est retiré du marché, remplacé par des substituts moins agressifs guarana, caféine, extraits d'orange amère qui, eux aussi, peuvent poser problème si mal utilisés. Ce que cette histoire nous rappelle, c'est que ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est sans danger, et que le chemin vers l'apparence rêvée peut parfois se transformer en cauchemar organique. Les pilules minceurs d'hier n'ont pas juste fait fondre des kilos, elles ont brisé des équilibres, des vies, des cœurs. Il suffit de fermer les yeux un instant pour que reviennent les images familières. Une petite figurine en plastique souple, une balle qui sentait le neuf, une pâte à modeler aux couleurs vives, ou encore ce canard jaune qui couinait joyeusement dans la baignoire. Ces objets peuplaient chaque chambre d'enfant en France dans les années 70 et 80, devenant des compagnons de jeux et de rêves. Mais ce que les familles ignoraient alors, c'est que derrière la douceur du caoutchouc et les couleurs joyeuses se cachait une menace chimique silencieuse et omniprésente. À cette époque, les normes de sécurité étaient encore floues, parfois inexistantes. Les plastiques contenaient souvent des phtalates, ces assouplissants qui rendaient la matière plus souple, mais qui, une fois ingérés ou absorbés par la peau, ce que font naturellement les enfants agissaient dans le corps comme des perturbateurs endocriniens, capables d'interférer avec le développement hormonal. Mais ce n'est pas tout. Les couleurs éclatantes que nous aimions tant, obtenues grâce à des métaux lourds comme le plomb ou le cadmium, directement intégrés dans les peintures, les encres, les revêtements. Et ces métaux-là ne restent pas à la surface. Ils se détachent, s'avalent, se diffusent, parfois dans les petits doigts, parfois dans la bouche d'un enfant qui mâchonne sa peluche favorite ou un bonhomme en plastique. Des études menées plus tard ont révélé la présence de nitrosamines, des substances classées comme cancérigènes, dans certaines tétines, balles rebondissantes ou même dans les colliers de dentition. Ce qui semblait inoffensif et ludique se révélait être une bombe toxique en devenir, sans aucune indication sur les boîtes, sans avertissement pour les parents. Ce n'est qu'à partir des années 90, sous la pression des médias et des premiers scandales sanitaires, que l'Union européenne a commencé à mettre en place des réglementations strictes sur la sécurité des jouets. Aujourd'hui, les jouets doivent passer des tests, être traçables, porter des marquages, mais le danger ne s'est pas évaporé, car dans les greniers, les vides-greniers, les transmissions familiales, ces anciens jouets circulent encore avec leur passé invisible mais bien présent. Et ainsi, ce que nous offrions avec amour et tendresse est parfois devenu, avec le recul du temps, un objet à manipuler avec prudence. Car l'histoire de ces jouets empoisonnés est un rappel. Même dans les choses les plus petites, les plus colorées, se cache parfois une grande leçon sur l'aveuglement du progrès. Chaque 14 juillet, la nuit tombait doucement sur les places de village et les avenues des grandes villes françaises. Les enfants levaient les yeux au ciel, les parents s'émerveillaient, les cœurs vibraient à chaque détonation. Les feux d'artifice faisaient partie de l'ADN des étés français, entre fêtes populaires, traditions militaires et émerveillement familial. Mais ce que personne ne voyait vraiment, au-delà de la beauté éphémère du ciel en feu, c'était le nuage toxique qui descendait doucement sur nos rues. Pour que les rouges soient éclatants, les bleus profonds, les jaunes intenses, les fabricants utilisaient des métaux lourds, du plomb pour le jaune vif, du cuivre pour le bleu, du barium pour le vert, du cadmium pour le rouge. À chaque explosion, ces particules très fines, souvent invisibles, étaient projetées dans l'air, puis retombaient sur les sols, les toits, les balcons et dans nos poumons. Après chaque feu d'artifice,
les capteurs de pollution urbaine enregistraient des pics impressionnants de particules fines, similaires à ceux mesurés au bord des autoroutes. Et pourtant, personne n'y pensait. La magie dominait la logique, la tradition effaçait l'analyse. Même les enfants asthmatiques, les personnes âgées ou sensibles étaient exposés sans protection, dans la plus grande inconscience collective. Les études se sont multipliées dans les années 2000, révélant l'impact de ces célébrations sur la qualité de l'air. Progressivement, l'Union européenne a interdit l'utilisation des métaux les plus dangereux dans la pyrotechnie et les fabricants ont dû se tourner vers des alternatives plus propres, magnésium, potassium, composés organiques, certes moins brillants, mais bien plus respectueux des organismes vivants. Mais le problème n'est pas réglé. Les anciens stocks, les importations douteuses, les produits bon marché continuent parfois de contenir des composants toxiques et les vieilles habitudes ont la peau dure. Car au fond, le feu d'artifice, c'est aussi une mémoire collective, un moment de pure émotion que l'on ne veut pas salir avec des chiffres, des analyses, des regrets. Et c'est là toute la complexité. Ce qui nous émerveille peut aussi nous blesser. Ce qui unit peut parfois polluer. L'histoire des feux d'artifice, c'est la beauté d'un instant contre la santé d'un lendemain. Voilà, notre voyage touche à sa fin, un voyage à travers les illusions du progrès, les objets de tous les jours devenus, avec le recul, les fantômes toxiques de notre enfance. C'était un peu bouleversant, parfois choquant, mais aussi profondément révélateur. Car se souvenir, ce n'est pas seulement regarder en arrière. C'est comprendre comment nous avons vécu, ce que nous avons cru et ce que nous avons mis entre les mains de nos enfants sans le savoir. Il est bon parfois de regarder sous les couches de peinture brillante, de soulever le tapis de l'oubli et d'interroger ce que l'on pensait inoffensif. Et vous, avez-vous reconnu certains de ces objets? En avez-vous encore dans vos tiroirs, dans le grenier de vos parents ou même dans votre propre quotidien? N'hésitez pas à partager vos souvenirs en commentaire. Et si ce voyage vous a touché, laissez un like, abonnez-vous et surtout, restez curieux, car les pires dangers ne viennent pas toujours du futur, ils dorment parfois dans le passé.